Bien, merci Nicolas pour cette intervention. Donc maintenant, on va clore la table ronde avec la dernière intervention, celle du professeur Bruguière. Et on va confronter la blockchain au système du copyright, puisque ce système est spécifique, vous allez nous en rappeler les principes. Je rappellerai que vous êtes professeur à l'Université Grenoble-Alpes et que vous dirigez le QRPI, que vous dirigez également, vous avez la co-responsabilité du Master de droit de la propriété intellectuelle, Master de droit de la propriété et des nouvelles technologies, que vous êtes avocat of counsel au cabinet DDG, et que vous êtes spécialiste du droit d'auteur, des droits voisins, du droit de l'Internet, et que vous êtes co-auteur avec Michel Vivant du Précis d'Alloz, droit d'auteur et droit voisin. Merci beaucoup. Merci Vincent de m'avoir invité à répondre à cette question de savoir quelle est la place de la blockchain dans le copyright. Donc je vais effectivement, vous m'avez tendu une perche avec le côté international, je vais l'envisager ici à travers le copyright. Mais ça m'oblige quand même effectivement à donner quelques précisions, parce que je ne vais pas raisonner sur le copyright en général. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays de copyright, et parmi ces pays de copyright, beaucoup sont différents. Le copyright du Royaume-Uni, des États-Unis, n'a rien à voir avec celui du Canada, donc je vais parler du copyright en général, je vais parler du copyright américain, anglo-américain. Voilà, c'est effectivement l'angle d'attaque. Voilà pour cette première précision. La deuxième précision, c'est que ces pays du copyright, a priori, reposent sur des formalités. Ce qui les distingue des pays du droit d'auteur continental. Et donc, a priori, ces formalités vont être un obstacle à la reconnaissance d'une preuve constituée par les particuliers eux-mêmes. Alors, j'ouvre une petite parenthèse sur les formalités. Il faut quand même bien comprendre ce que c'est qu'une formalité. Il y a 3 points, à mon avis, qui permettent de comprendre les formalités. D'abord, c'est le produit d'une histoire. Je ne vais pas faire l'histoire du copyright, mais il faut bien souligner que si on a des formalités dans le pays du copyright, c'est parce qu'il y avait des privilèges, qu'on voulait contrôler les œuvres. C'est une philosophie tout à fait différente avec le droit d'auteur continental. Je rappelle au passage qu'en France, jusqu'en 1842, nous avions aussi un système de formalité, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas obtenir de dommages et intérêts si vous n'avez pas envisagé une formalité dépôt. Donc ce n'est pas propre véritablement au copyright. C'est l'expression d'une philosophie également. Vincent a rappelé tout à l'heure que le droit naît du fait même de la création. Dans le système du copyright, c'est un système totalement opposé. C'est-à-dire qu'on dit que le copyright est un monopole légal, il va être accordé pour certaines œuvres pour contrôler encore une fois les œuvres. Alors que nous sommes plutôt sur cette idée qu'il ne faut pas contrôler ces œuvres. C'est le deuxième point. Et puis évidemment, ça répond à des intérêts pratiques et c'est ça qui nous intéresse. Les dépôts vont effectivement informer les tiers sur l'existence d'un droit, ce qui répond à un objectif de concurrence, de transparence. Les droits identifiés aussi vont permettre d'identifier les titulaires. Et puis, enfin, ça permet de dater les œuvres. On a assez insisté là-dessus aujourd'hui. Troisième précision, j'en reviens effectivement à ce texte fondamental, mais si on ne le rappelle pas, on ne comprend pas grand-chose à la question, c'est la Convention de Berne qu'a cité Vincent. La Convention de Berne a un article 5.2 qui dit tout simplement que la jouissance et l'exercice des droits ne sont subordonnés à aucune formalité. À partir du moment où les États adhèrent à cette Convention de Berne, il ne doit pas y avoir effectivement de formalité. Et donc on pourrait dire, mais les Anglais, enfin le Royaume-Uni et les États-Unis ont adhéré à la Convention de Berne. Alors les Anglais c'était en 1908, entré en vigueur en 1911. Aux États-Unis c'est 1989, c'était beaucoup plus tardif. Donc on va dire, pas de problème, puisqu'ils ont adhéré à cette Convention de Berne, il n'y a pas de formalité. S'il n'y a pas de formalité, la place est entière pour précisément un système tel qu'il a été présenté par Vincent. En fait, les choses sont plus complexes. Les choses sont plus complexes et il faut, à mon avis, distinguer la situation des États-Unis, où la blockchain, à mon avis, est vraiment résiduelle. Cette place va être vraiment résiduelle, pour des raisons que je vais rapidement évoquer. Au contraire, la place est entière, me semble-t-il, au Royaume-Uni. Pourquoi est-ce que la place est résiduelle aux États-Unis ? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous savez que les formalités aux États-Unis, c'est essentiellement 2 séries de formalités, ce qu'on appelle la mention de réserve et le dépôt, l'enregistrement. La mention de réserve, bon, tout le monde le connaît, vous connaissez effectivement sur chaque œuvre, sur chaque exemplaire de l'œuvre, ce symbole, la lettre C du copyright, l'année de la première publication de l'œuvre, le nom du titulaire du droit.
Et à la suite, précisément, donc, de l'adhésion des États-Unis en 89 à la Convention de Berne, cette mention n'est plus requise. On pourrait dire donc, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème, il faut effectivement nuancer ce point, parce que dans le Copyright Act, donc aux États-Unis, vous avez une section 401 et 402, et on vous dit bien que si vous n'avez pas cette mention de réserve, à ce moment-là, le contrefacteur, présumé contrefacteur, va être autorisé à plaider ce qu'on appelle l'innocent infringement, c'est-à-dire en fait la contrefaçon de bonne foi, ce qui va lui permettre effectivement de réduire les dommages à intérêts dus au titulaire du droit. Et donc on continue à recommander à poser effectivement la mention de réserve sur les œuvres. Si on considère maintenant le dépôt et l'enregistrement, qui représentent donc une autre formalité, première précision, ici ce n'est pas constitutif du droit, ça a été rappelé par la Cour suprême en 1939, mais en revanche, ça conditionne l'exercice du droit. Si vous n'avez pas envisagé de dépôt aux États-Unis, à ce moment-là, vous ne pourrez pas demander dommages et intérêts. Alors, on va dire, mais oui, mais en 89, justement, en adhérant à la Convention de Berne, tout a changé. Tout a changé. La loi de transposition, effectivement, exonérant les formalités des actions du copyright. Alors, c'est plus compliqué que ça, là aussi. C'est plus compliqué que là aussi, parce que si vous lisez attentivement le Copyright Act, il y a finalement deux types d'œuvres. Il y a ce qu'on appelle les œuvres étrangères, aux États-Unis, pour lesquelles, effectivement, les formalités de dépôt et d'enregistrement ne sont plus nécessaires, et les œuvres américaines, pour lesquelles, effectivement, les formalités d'enregistrement continuent à être applicables. Alors on va dire, c'est très bien pour les œuvres étrangères. Eh bien non, pas très bien, parce que les Américains, lorsqu'ils ont adhéré à la Convention de Berne, ils ont aussi adopté plusieurs dispositions, notamment une qui spécifie très clairement que l'enregistrement des œuvres est une des conditions préalables à l'attribution des dommages-intérêts légaux et les honoraires d'avocats. Et dommages-intérêts légaux sont vraiment ceux qui sont, à mon avis, les plus intéressants. Ça peut aller jusqu'à 100 000 $ par œuvre contrefaite. Et le Congrès a doublé récemment donc, le montant des dommages-intérêts. Donc dans le même temps où ils ont adhéré à la Convention de Berne, ils ont, à mon avis, renforcé l'intérêt de la formalité. Outre cet intérêt financier, vous avez le dépôt et l'enregistrement qui permet toujours de faire présumer le copyright sur les œuvres étrangères. Deuxième intérêt, finalement, à continuer à envisager un dépôt. Et puis enfin, ça permet également aux titulaires du droit de s'opposer à l'importation aux États-Unis d'œuvres qui seraient contrefaites en adressant une demande écrite au service des douanes américaines. Donc, vous voyez bien qu'il y a quand même, à mon avis, encore des intérêts. Si on ajoute à cela la dernière réforme qui a été faite en 2005 sur cette question-là, vous avez un mécanisme de pré-enregistrement d'œuvres non publiées qui sont en cours de diffusion, de préparation pour une diffusion commerciale. Eh bien, auprès du Copyright Office, vous comprenez pourquoi, dans ces conditions, la place d'un système de blockchain aux États-Unis va être très réduite. Alors vous allez me dire, il y a aussi l'équivalent de l'enveloppe solo aux États-Unis, mais si vous regardez ce qu'on dit sur le site du Copyright Office sur cette preuve, qui est qualifiée de la preuve du copyright du pauvre homme, vous comprenez qu'effectivement, ce n'est pas effectivement une preuve royale. Voilà, donc peu de place dans les États-Unis. En revanche, et ça sera très rapide, la place est entière au Royaume-Uni. Pourquoi ? Parce que, bon, d'abord, le Royaume-Uni a connu des formalités. Il les a abandonnés donc en 1908 lorsqu'il a adhéré à la Convention de Berne, et ils n'ont pas fait comme les États-Unis à reconstituer finalement les formalités d'une manière ou d'une autre. Donc ça veut dire concrètement que la pratique courante au Royaume-Uni, c'est que en général les auteurs envoient leurs copies de création auprès des avocats, auprès des sociétés de gestion collective correspondantes selon la catégorie des œuvres. Et puis, il est également possible de déposer auprès d'organismes privés. Vous en avez un qui s'appelle le UK Copyright Service, que vous pouvez effectivement facilement découvrir, qui est en fait un système assez proche de celui que vous a présenté Vincent, à la réserve près, qui n'utilise pas le système de la blockchain. Donc, il me semble que la place ici est totalement ouverte pour le Royaume-Uni. Je vous remercie de votre attention.